Bonjour à tous, bienvenue au Parlement européen et surtout à nos deux invités, Madame Laurence Donte, Monsieur Jean-Pierre Martin. Je demande un applaudissement pour eux parce qu'ils ont quel courage, qui ont eu le courage d'écrire un livre formidable. Oui, je dis merci. Merci à vous toutes et vous tous d'être présents ce matin pour aborder un sujet qui n'est pas facile, mais qui vous concerne tous, qui nous concerne tous, puisqu'il s'agit de notre avenir, de celui de vos enfants et de vos petits-enfants. Vous voulez aussi dire un petit mot? Je remercie chacun et chacune d'être venu ici et j'espère que l'échange sera riche. Je voudrais commencer par lire un petit passage du livre de Jean-Pierre Martin et Laurence Donte pour lancer cette conversation. Donc voici ce qui suit. Pourquoi Kamel a-t-il reçu une lettre de menace dans sa boîte aux lettres? Pourquoi Samuel Paty et Dominique Bernard ont-ils été assassinés? Pourquoi un petit garçon refuse-t-il de s'asseoir sur le même banc qu'une petite fille? Pourquoi l'enseignement de la théorie de Charles Darwin dans le programme des sciences de la vie est-il contesté? Pourquoi l'histoire contemporaine et surtout l'histoire de la Shoah devient-elle trop polémique pour être enseignée? Pourquoi des professeurs finissent-ils par s'auto-censurer? Déconsidérés, pas ou trop peu entendus par leur hiérarchie et désormais taraudés par l'inquiétude, les professeurs font front dans leur grande majorité parce qu'il est devenu impossible de faire son travail en toute sécurité. C'est un extrait de votre livre. Je l'ai lu du début jusqu'à la fin. Nous savons que ça se passe. Nous savons que tout cela se passe. Vous avez eu le courage d'écrire cette histoire dans un livre. Pouvez-vous nous dire comment cela a commencé? Je commence par vous, Madame Donte. Comment cela a commencé, cette belle rencontre qui a donné comme résultat une bonne collaboration et un livre nécessaire? Je vous donne la parole. Tous les deux, nous sommes journalistes et nous avons un parcours professionnel qui est lié en grande partie au Moyen-Orient et au monde musulman. Nous avons, ça fait 30 ans à peu près que nous rendons dans des pays aussi variés que l'Indonésie, la Mauritanie, le Sahel et bien sûr le Moyen-Orient. Et nous avons réalisé depuis maintenant 25 ans à peu près à quel point l'islamisme, l'islam radical, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais nous l'appelons ici l'islamisme, les mouvements islamistes étaient présents dans les sociétés musulmanes et à quel point ils imposaient progressivement leur vue, leur mode de pensée, leur mode de pratiquer l'islam et qu'ils ne laissaient plus de place à l'islam local, un islam qui peut être pratiqué de manière soufie, qui peut être pratiqué selon les communautés de manière très différente. Donc on a vu monter une espèce de manière totalitaire de pratiquer l'islam. C'est un projet politique qui s'appuie sur une lecture rigoriste du Coran. Et on s'en est tous inquiétés. Tous ceux qui connaissent un peu le monde musulman ont vu cette idéologie s'imposer de plus en plus et prendre l'école en particulier pour cible depuis le début, depuis l'origine et la fondation des Frères musulmans en 1928. On s'est donc rencontrés après en tant que journaliste sur le terrain et puis plus récemment en Belgique et on s'est dit mais au fond la Belgique on n'a jamais parlé encore de ce qui pouvait se passer dans les écoles. Moi j'habite en France donc j'ai été alertée sur la poussée islamiste aussi dans les écoles puisqu'il y a eu 2 assassinats. Par contre en Belgique Samuel Paty et oui, exactement, pardon. Oui, c'est vrai. Je suppose que tout le monde le sait, mais en fait, pas nécessairement. Donc, il y a eu un premier assassinat en 2020 et un deuxième de Samuel Paty, dont on termine le procès actuellement. On analyse donc les faits qui ont conduit à son assassinat et un deuxième assassinat, celui de Dominique Bernard en 2023. Et on s'est dit, en Belgique,
On avait des échos sur ce qui se passait dans les écoles, quelques témoignages très très discret de ce que les professeurs pouvaient vivre. On s'est dit, il est temps peut-être de voir en Belgique ce que vivent les professeurs. Et donc on s'est dit, en tant que journaliste, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, c'est essayer de leur donner la parole enfin. Voilà. Et donc ça, c'est le cœur du livre. Et après, au-delà de ces témoignages, on les met en perspective et on leur donne un peu une historicité, puisqu'on parle de l'école dans le monde musulman, de l'école cible par les frères musulmans, pourquoi elle est cible, etc. L'école est une cible et la culture, l'éducation, la transmission, ce sont des éléments qui sont au cœur de la stratégie des frères musulmans, des islamistes, donc des radicaux, qui veulent conquérir l'Europe à travers les générations futures. Et ça à une période où l'Europe elle-même ne transmet plus. Nous avons une crise là, donc on ne transmet plus nos valeurs, on doit demander pardon pour les transmettre. C'est agressif, c'est raciste quand nous voulons transmettre nos valeurs, mais les valeurs qui nous agressent sont transmises sur notre territoire. Est-ce que ça vous a frappé aussi pendant votre enquête et l'écriture de ces livres? Merci. Oui, bien sûr, parce que, comme Laurence vient de le rappeler, nous sommes remontés assez loin. En fait, à 1928, qui est une date clé, puisque c'est la création des frères musulmans, de la confrérie, par Hassan el-Banna, qui n'est autre que le petit-fils de Tariq Ramadan, qui a été largement accueilli. Pardon ? Oui, le grand-père, oui, excusez-moi, le grand-père de Tariq Ramadan, qui était accueilli généralement généreusement un peu partout en Europe, en réunissant parfois plusieurs milliers de personnes dans des auditoires d'université. Nous sommes rendus compte que dès les fondations des frères musulmans, l'école était réellement la cible, que l'école est l'école universelle, l'école d'inspiration, d'héritage occidental, qui était quand même pas encore très ancienne, puisqu'elle datait au plus tard du milieu du 19e siècle, était totalement remise en question. Les frères musulmans sont nés aussi sur la dépouille de l'Empire ottoman, et ce n'est pas banal, puisque à la fin de l'Empire ottoman et de la défaite de cet empire allié de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, Atatürk a voulu créer une république laïque. Et c'est contre cette laïcité que le grand-père de Tariq Ramadan a fondé les frères musulmans. Alors, pour passer du début du 19e siècle à aujourd'hui, je dirais que ce que nous avons constaté, c'est dans le monde européen en particulier, une sorte de difficulté à prendre en compte l'héritage de nos valeurs européennes, l'héritage de le faire apprendre. À côté, bien sûr, d'autres cultures, d'autres histoires, que ce soit la relecture de l'histoire de la colonisation. C'est à côté de cette historicité de la confrérie des frères musulmans, qui est vraiment au cœur de cet entrisme musulman. Il y a l'autre phénomène à l'œuvre depuis une trentaine, quarantaine d'années, de remise en question de l'enseignement occidental. À juste titre, parfois parce que l'histographie évolue et que il faut se remettre en question, il faut être moins européocentriste, mais sans forcément nier cette histoire et sans forcément la donner à voir, la donner à comprendre. Or, le double phénomène, la double influence de ce refus systématique de l'islamisme, et je précise parce que c'est important, nous parlons de l'islamisme, nous ne parlons pas d'une religion, parlons pas de l'islam, même s'il y a une matrice qui est commune. Nous parlons donc de l'islamisme, ce refus d'accepter des principes aussi fondamentaux que la laïcité, en même temps
que le refus d'accepter une ligne du temps qui était celle de nos héritages en Europe, avec en plus le refus de la laïcité que l'on voit à l'œuvre depuis une quarantaine d'années, mène aujourd'hui à cette situation qui devient extrêmement difficile à vivre dans certaines écoles, ou en tout cas par certains professeurs. Alors, on nous a reproché de généraliser, d'être islamophobe. On viendra à cette partie-là, mais peut-être que vous pouvez préciser ce que vous voulez dire, le fait que l'éducation est au cœur de la stratégie djihadiste et l'école étant une cible, comme vous l'avez écrit et comme nous l'avons aussi constaté sur le terrain, une cible pour un objectif stratégique que les frères musulmans veulent implémenter en Europe. Cet objectif stratégique-là, est-ce que vous pensez qu'il est déjà en train d'être implémenté? Est-ce que le but est atteint ou est-ce qu'on peut encore sauver l'école? Je crois, restons positifs, et nous le sommes. Je crois que nous pouvons sauver l'école, mais c'est maintenant que nous devons prendre conscience que réaffirmer le principe de laïcité, qui n'est pas le principe d'une intolérance à l'égard de quelque religion que ce soit, qui est simplement le principe de séparation de l'Église et de l'État, et le refus du prosélytisme religieux au sein des écoles me semble fondamental aujourd'hui. Et cette prise de conscience, elle n'est pas simple. Elle n'est pas simple, peut-être... parmi vous, certains nous raconteront leurs expériences, mais selon les témoignages que nous avons recueillis, d'abord il est difficile d'en discuter au sein des écoles, que les politiques n'ont pas souvent pris la mesure de la nécessité de réaffirmer l'idée, la valeur, le principe qu'est la laïcité, et que de surcroît, pour les plus jeunes générations, je vois qu'il y a quand même quelques jeunes aussi dans la salle aujourd'hui, et ça nous fait plaisir, pour les jeunes générations, la laïcité est considérée comme quelque chose de négatif. Il ne faut pas oublier que la génération la plus jeune n'a pas connu non plus en Europe, pour ne parler que de ce que nous vivons en Europe, le poids par exemple de l'Église catholique ou de l'Église protestante ou de l'Église orthodoxe. Cette histoire-là, elle est méconnue des plus jeunes, et donc ils ne perçoivent pas du tout l'islamisme ou une autre religion comme une atteinte à ces principes fondamentaux, qui est la liberté de penser, la liberté de conscience, l'égalité entre un homme et une femme. Cela leur paraît être un combat du passé, et c'est peut-être là, aujourd'hui, qu'il va falloir porter nos efforts. C'est sur cette génération qui doit réapprendre ce qu'est la séparation entre l'État, d'une part, et la foi personnelle, celle que l'on porte dans son cœur et qui reste dans la sphère privée, mais pas au sein de l'école. Alors, donc, au Parlement, quand on allume un micro, on en éteint forcément un autre. Vous savez, sinon, ce qui se passerait au Parlement européen avec plus de 700 députés. Je reviendrai vers vous, Laurence. Je peux vous appeler Laurence. Hein, sinon, je peux dire Madame Don tout le temps, mais peut-être que ça va être un peu distant. Alors, ici, je voudrais souligner quelques éléments. Ce n'est pas uniquement l'école qui est visée. Quand on lit votre livre, mais quand on regarde également l'actualité, c'est toutes les structures où il y a de l'autorité ou une transmission de culture. Donc on a l'entrisme aussi dans les institutions, on l'a vu également dans les institutions européennes, on l'a dans la vie politique. Vous soulignez à juste titre dans votre livre la question liée à une équipe qui s'appelle Team Fouad Haïdar à Bruxelles. On a bien vu que c'est un groupe qui remet carrément en question l'égalité entre les hommes et les femmes, qui dit que les femmes ne peuvent pas divorcer, donc on sait très bien d'où ça vient, ce sont des idées qui sont liées à la charia. On voit également qu'il y a, à travers la volonté d'endoctriner les enfants, de les amener
à embrasser d'autres valeurs que les valeurs européennes. On n'utilise pas seulement l'école, mais aussi des centres culturels, des mouvements de jeunesse, des ASBL, on en a plein à Bruxelles, à Paris, voilà, des écoles de devoir, tout un réseau qui est souvent financé par nous en fait, donc des subsides au niveau local. Et vous le soulignez également qu'ils utilisent tous ces éléments-là, pour toutes ces voies, pour accéder à une forme de pouvoir politique ou intellectuel où on peut facilement manipuler la population. Donc vous donnez des exemples, ce qui me reste par exemple, et tout est vraiment frappant, mais il y a un exemple d'un professeur qui dit « Sur le chemin de l'école, souvent, je me retourne ». Mais ça brise vraiment le cœur quand on lit ça. Sur le chemin de l'école, souvent, je me retourne. On lit l'histoire sur la pression que les filles subissent, mais également des professeurs à tendance islamiste qui donc vont mettre une pression sur les filles pour qu'elles se couvrent, pour qu'elles portent le voile. Est-ce que vous avez parlé seulement à des professeurs ou également des filles qui ont subi ce genre de pression? On a essentiellement, on s'est focalisé sur les professeurs. Effectivement, on a, comment dire, plus ou moins délibérément axé tout le livre sur le témoignage des professeurs. On ne pouvait pas faire le tour de la question. D'abord, on avait quand même un temps imparti qui était relativement court parce que l'éditeur pensait que c'était un sujet brûlant, donc, et que c'est peut-être à travers les professeurs qu'on pouvait le mieux percevoir l'ambiance des classes. En fait, notre idée, c'était quand même de rentrer dans une classe. Évidemment, on aurait pu interviewer des jeunes filles, des protagonistes qui sont pour le voile, d'autres qui ne sont pas pour le voile, etc. Mais malheureusement, on ne peut pas tout faire dans un livre. Et je pense que la force de ce livre, c'est que chacun peut se mettre à la place d'un professeur qui se trouve confronté à une classe dont parfois seulement certains éléments sont radicalisés, acquis à cette idéologie, et découvrir comment ils font pression sur les autres élèves qui peuvent être aussi de confession musulmane mais qui ne participent pas à cette idéologie, et comment progressivement en fait ils sont obligés de se taire, ils sont obligés par loyauté vis-à-vis de la communauté de dire oui même s'ils pensent non. Et en fait c'est cette pression-là, c'est cette obligation, en fait c'est cette, comment je veux dire, cette autorité qu'ils exercent d'une façon plus ou moins violente par l'intimidation sur les autres élèves qui est ce que les professeurs révèlent et qui est inquiétant. En fait, on a la même pression aussi entre certains professeurs, parce qu'il se trouve qu'on a pu rencontrer des professeurs qui se trouvaient confrontés à leurs collègues, qui eux aussi sont acquis à l'idéologie islamiste. Dans certaines écoles, elles peuvent porter le voile, et progressivement, les professeurs qui étaient soit des Belges ou Belges, enfin, ou alors des professeurs de confession musulmane ouverts, libéraux, étaient poussés de côté, comment progressivement, en fait, ils n'étaient plus invités aux fêtes scolaires, comment il y avait une scission de plus en plus marquée entre les professeurs acquis à l'idéologie et les autres. Et progressivement, ces autres, on en a des témoignages vraiment bouleversants dans le livre, ces autres ont quitté, sont partis en burn-out, n'avaient plus de place dans l'école. Et donc, c'est simplement cette espèce de séparatisme qui est à l'œuvre dans les écoles, qui est évidemment très parlant pour ce pourrait être l'avenir de notre société. Parce que si ça se passe dans les écoles, demain ça se passera dans nos rues et dans d'autres institutions. Et là, vous écrivez le témoignage d'une prof qui dit « Dans ma classe d'ingénieur, au cours de comptabilité, apparaît une fille complètement voilée avec son masque. » C'était pendant le Covid. Donc imaginez que quelqu'un rentre dans cette pièce-là en ce moment, complètement voilée avec un masque. Bon, on ne sait déjà pas qui c'est. Mais elle dit, dans ma classe d'ingénieur, au cours de comptabilité, apparaît une fille complètement voilée avec son masque. On est à la fin de la période de la Covid. Je ne la reconnais pas. Je donne cours les yeux perdus, comme si j'avais des anonymes devant moi. J'ai trouvé, comment dire,
qu'on faisait vraiment marche arrière. Et ici, cette institutrice parle d'une école où le voile n'était pas autorisé, mais il y a eu une bataille, des gens ont protesté et ils ont réussi à réinstaurer le droit de porter le voile et ils ont vécu ça comme une défaite au niveau des professeurs, mais surtout les filles sont venues à l'école en ayant un air fier, nous avons gagné, il y avait cette attitude-là. Vous pourrez peut-être... oui, allez-y. Je voudrais juste embrayer sur cet exemple parce que, en fait, il s'agit d'une école, d'une haute école qui prépare donc les étudiantes de demain. Donc, ce témoignage provient d'un professeur qui a assisté à ça dans sa classe, et sa classe, ce sont des élèves de 18 à 22 ans qui se destinent à devenir soit des institutrices, soit des professeurs de collège, des régents. Et voilà, elle est très inquiète de voir que cette idéologie est en train aussi de conquérir ces jeunes adultes. Hein. Il ne s'agit plus ici seulement d'adolescents, parce qu'on nous a reproché parfois de dire oui, mais il faut quand même pas s'inquiéter de ce que les adolescents racontent, ils sont vite provocateurs. Mais non, ici on est déjà au-delà de l'adolescence. On est donc face à des étudiantes ou des étudiants adultes et qui voilà, imposent ou sont acquis à une idéologie, mais qui implique énormément de choses. C'est-à-dire que les témoignages convergent pour dire, par exemple, que lorsqu'on organise des sorties culturelles pour former ces futurs professeurs à, je veux dire, à la transmission de la culture occidentale qu'on peut découvrir à travers le théâtre, à travers le cinéma, à travers les musées, eh bien, il y a énormément de difficultés à faire sortir ces jeunes filles ou ces jeunes garçons jusqu'à ces lieux de culture. Donc, progressivement, on découvre qu'en fait, ils s'éloignent de cette culture ou ils la refusent carrément. Et donc, qui seront ces professeurs demain, puisque ce seront quand même les professeurs de nos enfants? Oui, c'est fondamental. C'est fondamental ce que Laurence vient de dire, parce que nous sommes arrêtés effectivement sur les études qui formaient ces professeurs, ces infirmières de demain. Nous ne sommes pas allés dans les universités, c'est encore un cas très très à part. Mais ces professeurs joueront un rôle déterminant dans notre société. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont les relais. Et ils sont la preuve de la stratégie d'entrisme des frères musulmans. Ce fait que ceux qui ont mené ce combat en faveur du voile dans cette école supérieure sont liés aux frères musulmans. C'est pas dit comme ça. Ce n'est jamais dit comme ça, puisque c'est une confrérie relativement secrète. On connaît quelques personnes, on connaît quelques leaders. Je vous citais forcément Tariq Ramadan. Il y en a d'autres, y compris en Belgique, y compris ceux qui étaient, j'espère qu'ils ne seront plus à l'œuvre ici au Parlement européen, dans les lobbyistes. C'est d'autant plus important que, contrairement à ce que nous pensions, ce sont aussi les femmes qui sont premier rang de ce combat. Et c'est un fait relativement récent, date des années, on va dire 2016-2017, après la phase d'attentat et de départ vers la Syrie. On a vu à l'œuvre une autre forme de radicalisme, moins visible, mais beaucoup plus pernicieux. Et les femmes ont commencé à jouer un rôle de tout premier plan pour la stratégie des frères musulmans, et notamment dans ces écoles, parce que une fois diplômées, c'est elles qui vont essaimer dans les collèges, dans les lycées, dans les écoles primaires, dans les écoles maternelles de toute la Belgique, et en France, c'est le même phénomène. Ces jeunes femmes, plutôt, puisque ce sont déjà des adultes, ont été formées pour activer cette idéologie. Alors, moi, je ne suis pas complotiste, je n'en ai pas directement la preuve. Nous sommes sûrs d'une chose, en revanche, c'est que les femmes
aujourd'hui, les jeunes filles sont utilisées par les frères musulmans, comme elles l'ont été de façon presque expérimentale aussi par Daesh. On reparle beaucoup de Daesh depuis quelques jours, et Daesh a utilisé les femmes. Alors, je ne sais pas si vous l'avez su, mais j'ai passé beaucoup de temps à Raqqa, juste après la chute de la ville. Et j'ai pu, en ayant accès à des documents, à des témoignages, voir à quel point, contrairement à ce qui était dit, les femmes avaient joué un rôle de premier plan. Et c'est ce qui est resté à travers aujourd'hui toute la stratégie des frères musulmans. Voilà, c'est ce que vous précisez dans votre livre quand on insiste sur la transmission par la culture, par l'éducation. Donc, éduquer les enfants pour embrasser cette idéologie-là et la répondre. Au début, les femmes, vous avez précisé dans votre livre que Al-Qaïda, par exemple, écartait les femmes. Les femmes n'avaient aucun rôle à jouer. Mais dans la nouvelle idéologie qui s'inspire de la stratégie des frères musulmans, les femmes ont un rôle clé à jouer. Et ce rôle-là, c'est un rôle éducatif qui consiste à transmettre une tradition qui n'est pas ce que nous voulons. Et nous avons même vu avec les frères musulmans la première femme kamikaze. Peut-être que vous pouvez ajouter quelques précisions sur cette idéologie qui veut utiliser en tout cas l'éducation, y compris dans la famille. Mais quand on arrive, ça c'est chez on voit ça à l'étranger, mais quand on arrive sur le terrain en Europe, ce n'est pas totalement différent. Quand on va dans les écoles et qu'il faut échanger avec les parents, il y a également un challenge alors pour les enseignants. Oui, je veux bien rajouter un point sur le rôle des femmes. Il y a un bon livre de Fatia Boujalat qui vient de sortir, ou qui est sorti il y a 6 mois, 1 an, et qui répertorie un petit peu les archétypes des jeunes femmes à l'œuvre. Alors, elle parle de l'étudiante universitaire qui est formée, très bien formée même, qui porte le voile, qui est maquillée, qui a une apparence d'ouverture et qui est finalement une figure qui rassure, qui séduit. On se dit, tiens, voilà une femme à la fois moderne et voilée. Et ces femmes-là, je ne dis pas qu'elles le sont toutes, mais un certain nombre ont quand même leur agenda politique et sont quand même proches des frères musulmans. Après, il y a une autre figure qu'elle soulevait, qui est la maman des sorties scolaires, qui pose beaucoup de problèmes en France. Elle aussi, avec son voile, qui est plutôt un voile traditionnel, etc., veille au grain, veille à ce que les normes islamiques soient de mieux en mieux suivies et sont à la sortie des écoles, sont éventuellement prêtes à aller voir les directeurs si elles voient des choses qui ne conviennent pas sur le comportement islamique qu'elles souhaiteraient voir. Donc c'est la pression sociale. C'est la pression. Il y a encore une autre figure, une dernière figure qui a été assez contestée, parce que chez nous, ça passe mal, c'est la petite fille voilée. Alors, on voit, mais il y a eu des publicités ici où on montre, comment dire, une petite fille voilée, épanouie, le grand sourire aux lèvres, appelant à la générosité. Bon, sur Al Jazeera, c'est très fréquent, mais je crois qu'il y a eu, Jean-Pierre, tu me pourras peut-être le confirmer, aussi au Conseil européen ou au Conseil de l'Europe. Au Conseil de l'Europe. Oui. Au Conseil de l'Europe, mais avec l'appui de la Commission, effectivement. Il y a eu effectivement toute une publicité, avec un grand panneau d'ailleurs sur la Commission européenne qui reprenait l'image d'une petite fille de 10 ou 11 ans. Ouais. Oui, et donc je voudrais juste lire un tout petit extrait de ce livre. Elle dit « En tant que féministe, je veux montrer en quoi le voilement islamique relève de la plus grande entreprise de recul et de disqualification de la dignité des femmes en France de nos jours. » Je trouve ça quand même assez fort. Voilà, je recommande ce livre. Alors, pour revenir, merci à vous. Pour revenir à la publicité donc, qui a été sponsorisée par la Commission européenne, voici un exemple qui favorise l'entrisme islamique dans nos institutions. Et donc, cette publicité, donc, on l'a dénoncée, mais il n'y avait pas seulement la publicité, je l'ai dénoncée, cette publicité. Mais il y a eu également une tentative de modification du langage utilisé dans les institutions. On ne pouvait plus parler de Noël ou
on devait remplacer ces genres de mots-là avec d'autres mots pour ne pas heurter les gens. Donc c'est un peu l'intégration à l'envers. Mais c'est une forme d'intégration qu'on constate aussi dans les écoles quand on lit votre livre, mais aussi quand on va sur le terrain. Moi, je vous dirais à Bruxelles, il y a 20 ans, j'ai vu, il y a quasiment 20 ans, j'ai vu des écoles où toute la nourriture était halal. Et s'il y a des enfants qui n'ont pas demandé à manger des plats halal, ils reçoivent quand même des plats halal. Et donc, du coup, vous savez ce qui arrive au boucher qui n'est pas halal, eh bien, il n'a plus de marché pour vendre sa viande. Et donc, c'est aussi une histoire d'économie, non? Oui, tout à fait. Dans nos sociétés, il faut bien comprendre que ces mouvements, évidemment, ne peuvent pas prétendre aujourd'hui au pouvoir, même si marginalement ils sont représentés dans les communes aujourd'hui à Bruxelles. Et donc, ils ont plusieurs stratégies. Bon, il y a la stratégie juridique. C'est-à-dire, on va faire pression, on va invoquer la discrimination indirecte, des concepts qui sont développés par nous-mêmes pour faire avancer le voile dans les écoles. Donc, il y a nombre de procès en Belgique où des jeunes filles disent on se sent discriminé parce qu'on ne peut pas porter le voile. Bon, ce sont ça c'est la voie juridique. Ensuite, il y a la voie économique, c'est-à-dire la promotion du halal. C'est voilà. Et puis, il y a ce que Gilles Kepel appelle un djihadisme d'atmosphère, qui est de se focaliser sur des éléments culturels, l'abattage rituel, le voile, le ramadan, tous ces... Comme ils ne peuvent pas imposer ça par la force, puisqu'ils ne sont pas au pouvoir, ils travaillent par d'autres biais, et ils ont un agenda qui avance de manière discrète en utilisant finalement la liberté qu'offrent nos sociétés. Voilà. Après, s'ils arrivent au pouvoir, eh bien, on verra ce qui se passera. Mais on a déjà eu quelques exemples dans ce monde, donc voilà. Je vais rajouter là-dessus et je passe à vous, Jean-Pierre. Tous les partis politiques, et en particulier les partis de gauche, ont instrumentalisé le communautarisme pour gagner des voix. En contrepartie, ils ont renoncé à certains de leurs principes et valeurs, à commencer par la laïcité. Et c'est un fait. On a parlé de l'exemple de la team Fouad Haïdar et d'autres partis qu'on voit arriver en Europe. On a vu aussi une pression très forte sur les personnes d'origine étrangère qui souhaitent s'adapter, s'assimiler en tout cas, s'intégrer et suivre les valeurs européennes. Je peux en témoigner. Je le vis tous les jours où je suis le traître de service qui a osé s'intégrer. Mais comment oses-tu? Tu crois que tu es blanche? Donc j'ai eu encore des gens qui m'ont traité la semaine passée de suprémaciste blanche. Et je n'ai pas vu un seul trait dans le miroir. Hein? Je ne sais pas si vous voyez quelque chose, mais moi je n'ai rien remarqué. Et donc c'est vraiment très difficile de s'intégrer. C'est quelque chose d'impardonnable. Et ça, c'est une pression que les jeunes filles vivent, que les garçons vivent aussi quand ils décident de respecter les filles. Et donc ça, on le voit aussi. Donc en fait, on est enfermé dans une situation qui est très difficile et qui est exploitée politiquement. Donc est-ce qu'on peut vraiment dire qu'ils ne sont pas au pouvoir quand il y a une influence politique si forte et quand il y a autant d'autocensure, pas seulement au niveau des professeurs, mais également au niveau des politiques? Combien d'hommes et de femmes politiques osent vraiment dire ce qu'ils pensent? Je vais vers... Alors c'est une question un peu délicate. C'est vrai que nous, je vais pas botter en touche. On s'est concentré sur l'école parce qu'elle nous semblait au cœur de notre avenir, comme je vous disais en préambule. Mais c'est un fait que le communautarisme aujourd'hui abîme la politique pour de multiples raisons. Alors qu'il faille tenir compte de la totalité et du spectre de toutes ces populations, quelles qu'elles soient, quelles que soient leurs origines, leur foi, c'est une évidence démocratique, bien sûr, que nous partageons tous. Mais de là à privilégier une ou des communautés au détriment de la majorité, au nom d'aujourd'hui de cette idéologie qui privilégie le droit des minorités au détriment de la majorité, il y a une marge. Or, c'est ce qui est à l'œuvre dans de nombreux pays européens. Il y a la loi, effectivement, que la prise en compte
de chaque personne, de chaque communauté, soit fondamentale pour une société démocratique, c'est une chose. Mais en revanche, que nous oublions que la loi de la majorité est aussi démocratique et que céder à tous les particularismes minoritaires, comme depuis une bonne dizaine d'années, le monde occidental semble en être sensible, ne nous mènera pas à réaffirmer les valeurs aussi importantes que celles de l'égalité entre un homme et une femme, et aussi importante que la laïcité, la réaffirmation de ces valeurs de laïcité. Comme je vous disais tout à l'heure, elles sont pour certains ringardes, elles sont même associées à l'extrême droite pour une frange de la gauche qui aujourd'hui estime qu'être laïque, c'est blesser celui qui ne le serait pas. Personnellement, je pense qu'on se trompe parce que c'est de laïcité, c'est-à-dire l'apprentissage de la tolérance et du respect de l'autre, dans le respect du bien commun. Il est fondamental pour nous tous. Donc oui, il y a un communautarisme à l'œuvre. Oui, il y a cette idéologie, appelons-la wokisme, puisque c'est le mot que nous utilisons aujourd'hui, malheureusement a fait oublier cet héritage des Lumières, cet héritage de plus de 2 siècles de bataille pour s'émanciper du poids des églises, du poids du spirituel sur nos sociétés. Et le rôle des enseignants n'en est que plus complexe, parce que faire comprendre ça aux plus jeunes élèves ou aux adolescents surtout, qui vivent dans une image d'universalisme, ou en tout cas de multiculturalité, pas d'universalisme, de multiculturalité. La différence entre les deux est importante, et qui ne voit pas pourquoi il y aurait des différences entre quelqu'un qui est prosélyte ou quelqu'un qui pratique une religion. C'est important d'expliquer ça. On viendra peut-être, si vous avez des questions, que faire, qu'est-ce qu'on pourrait envisager, mais déjà poser ce débat, essayer de comprendre ce qui est à l'œuvre dans notre société, nous semble importante, et c'est pour ça que nous avons écrit aussi tout simplement ce livre, grâce aux professeurs, parce que ce sont eux les héros du livre. Ce sont eux qui nous ont donné leurs paroles avec beaucoup de difficultés. Certains ont vraiment versé des larmes, certains ont hésité des heures, des jours avant de venir nous parler, parce qu'ils avaient peur d'affronter le regard de collègues, même s'ils le faisaient discrètement. Ils avaient peur d'en parler à leur époux ou à leur épouse, à leurs enfants, parce qu'ils avaient peur de mettre leur vie en danger. Et pour certains professeurs, oui, je dirais pas que c'est une question de vie ou de mort, comme ce fut le cas avec Samuel Paty ou avec Dominique Bernard, mais en tout cas, c'est une vie comment dire, c'est une menace de dégradation de leur vie psychologique et de leur vie professionnelle. Et il faut que vous sachiez que tous ceux que nous avons vus aiment profondément leurs enfants, leurs élèves, quels qu'ils soient. Il y avait toutes les difficultés que ces élèves peuvent avoir. Ils ont réellement de l'amour, en plus d'être confrontés à ces atteintes à la laïcité et aux valeurs à lesquelles ils croient, mais une relative indifférence des pouvoirs organisateurs, de la hiérarchie, et même des syndicats aussi, qui estiment que ce sujet-là
est trop marginal par rapport à d'autres enjeux comme celui de modifier les programmes scolaires pour essayer de compenser les retards que nous pouvons avoir dans certains pays d'Europe, en Belgique ou en France, notamment dans les enquêtes PISA, par rapport à l'enjeu de la tâche du travail, parce que trop souvent encore, il est comment dire, communément dit, avec beaucoup de malveillance, que les professeurs bénéficient de beaucoup de jours de congé ou beaucoup de temps libre. Je peux vous dire que pour les avoir suivis, rencontrés, parfois accompagnés chez eux, nous avons pu mesurer ce qu'était la préparation d'encours, de réunions de parents, la préparation des programmes à venir, des changements de programmes, des sorties à organiser avec toutes les difficultés dont Laurence vous a touché un mot aussi, des élèves qui ne veulent pas y aller, qui veulent porter le voile, des parents qui se rendent parfois sur le lieu de classe verte pour vérifier que dans les casseroles, la nourriture soit bien halal. Tout ça est à gérer et c'est une véritable pression sur les épaules de professeurs qui sont au cœur de notre avenir européen. Notre avenir, il passera par là en Europe, uniquement par l'éducation. Bien sûr, on peut parler de réindustrialisation, on peut parler d'autonomie européenne. Elle ne pourra se faire que et de justice, bien sûr, mais elle ne pourra se faire que si nous avons des enfants bien formés, des enfants ouverts, des enfants qui sont ouverts et respectueux des croyances des autres, mais sans imposer la leur. Je voudrais juste rajouter un petit quelque chose. C'est pour ouvrir un tout petit peu le débat. L'école dans les pays musulmans aussi a subi une forte dégradation. Et la Tunisie a encore fait plus ou moins exception, mais dans beaucoup de pays musulmans, le fait que l'école a été abandonnée quelque part, permet aussi aujourd'hui à la violence de s'exprimer aussi librement, et ça, on le voit à travers le monde musulman. Donc, j'ai envie de dire, soyons vigilants, parce que si on ne met pas le paquet sur les écoles et qu'on n'apprend pas aux esprits à être modérés, à savoir supporter un point de vue contradictoire, je crains malheureusement qu'on aille vers des sociétés de plus en plus violentes. Dans le livre, vous nous expliquez à quel point les profs sont désemparés et inquiets à l'idée de parler de ce qu'ils vivent, vous l'avez répété, derrière les portes fermées de leur classe. Mais en se confiant à vous, pour la première fois, ils ont rencontré des gens qui les ont écoutés. Welcome. En se confiant, les enseignants, vous dites, sont sortis de leur isolement et ils ont invité des collègues à oser prendre la parole à leur tour. Et la récurrence des mêmes mots, des mêmes thèmes, des mêmes situations rapportées par ces enseignants a confirmé le poids et la réalité d'une pression islamiste sur l'école. Et vous faites référence à une étude réalisée en Flandre par le réseau de l'enseignement officiel qui a appuyé la pertinence de votre projet, donc qui est le livre que nous avons sous les yeux. Et selon cette étude, le nombre de signalements de propos et de comportements radicaux des élèves est passé de 3 ou 4 par an en 2019 à 3 ou 4 par jour en 2023. Et donc, vous insistez quand même aussi, et à juste titre, sur le fait que malgré tout, on dit toujours qu'il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un jour on reconnaisse qu'il y a un problème? Je vais lire un petit passage parce que suite à ce que vous avez dit, ce passage m'est venu en tête. C'est l'importance de l'éducation, vous avez aussi insisté là-dessus. Ce qu'un enseignant peut faire, peut changer une vie, mais peut surtout changer des générations entières. Et je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi. Donc ici, il y a ce passage dans votre livre où vous rappelez le moment où Albert Camus reçoit le prix Nobel de littérature en 1957. Et où il dit
il parle de son instituteur, hein, donc voilà, ça c'est Albert Camus, c'est un de mes auteurs préférés, donc j'étais heureuse de le découvrir dans votre livre. Donc les instituteurs aiment leur métier, parce que ça c'est vous qui le dites, et c'est vrai, parce qu'ils ont conscience de leur rôle. Mais enseigner peut être aujourd'hui un métier dangereux. L'école n'est plus un sanctuaire, ce lieu protégé de la fureur du monde. Il est loin le temps où le maître, auréolé de son prestige et de son autorité, protégeait les enfants et leur inculquait le savoir dans le respect de l'histoire et des valeurs transmises, et incarnait aussi une promesse d'ascension sociale. En écrivant ces lignes, nous nous souvenons de la lettre de remerciement écrite par Albert Camus à M. Germain, son instituteur, au moment de recevoir le prix Nobel de littérature en 1957. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit garçon pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. C'est ce que Camus a dit à propos de son instituteur. Cette lettre, empreinte d'une immense reconnaissance, a été lue dans la cour de la Sorbonne lors de l'hommage national rendu à Samuel Paty, assassiné en 2020. Il faut préciser qu'il a été décapité en France. Et donc, c'est un passage que je tenais absolument à vous lire, hein, et je vais aussi rendre hommage à mon père, qui est instituteur, et qui est devenu instituteur grâce à un instituteur. Donc il gardait, il chassait les bêtes qui venaient détruire les semences dans le petit village où il est né au Burkina Faso, où il n'y avait ni électricité ni eau courante. Et il admirait un homme qui était l'instituteur du village. Et à l'âge de 10 ans, il est allé à l'école primaire et il a parlé à l'instituteur qui lui a dit « Bien sûr que tu peux venir ». Et c'est comme ça qu'il a appris à lire et à écrire. C'était son héros. Et c'est pour ça qu'il est devenu instituteur. Et c'est pour ça que moi, je peux m'exprimer en français, que je sais lire et écrire et que je suis ici. Et donc voilà, ça c'est tout un changement qui ne s'est pas arrêté seulement à un seul homme, mais qui est allé à travers plusieurs générations. Et c'est pour ça que je suis une mère qui peut transmettre certaines valeurs. Et donc nous devons nous battre pour chacun d'entre nous, pour l'éducation. Mais quels sont les outils qui pourront nous permettre d'y arriver aujourd'hui quand on sait ce qui se passe dans nos écoles? Vous l'avez écrit dans votre livre. Est-ce que vous avez des pistes? On a d'abord, ce livre est un recueil de témoignages de professeurs. On a mis aussi en perspective historique. Tout à l'heure, nous vous parlions des frères musulmans, des frères musulmans, de cette matrice, effectivement, de la contestation de l'enseignement tel que nous l'imaginions depuis plus de 2 siècles. Les pistes aujourd'hui ne sont pas nombreuses. La France, après l'assassinat, la décapitation de Samuel Paty, a commencé à ouvrir les yeux parce que c'était un traumatisme vécu par une partie du corps enseignant, pas par tous, moins ressenti ici en Belgique ou dans les autres pays européens. S'il y a parmi vous effectivement des concitoyens européens d'autres pays, j'aimerais avoir leur point de vue parce que nous n'en avons pas beaucoup. Et il y a très peu de littérature sur le sujet, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Pologne, que ce soit en Italie et encore moins en Espagne où le sujet semble être particulièrement tabou. Donc les pistes ont été mises en œuvre en France pour la première fois. D'abord, la France a un arsenal juridique, constitutionnel, qui permet déjà de tenter de répondre dans l'urgence à cet entrisme des frères musulmans ou islamistes ou ce prosélytisme religieux au sein des écoles. Il y a bien sûr la loi sur la laïcité, 1905, elle est fondamentale, elle réaffirme la séparation entre l'État et la sphère privée, l'État et l'école, et cette loi est le socle que nous n'avons pas, par exemple, en Belgique, et que la plupart des pays européens n'ont pas non plus. Ensuite, il y a eu la loi sur le séparatisme, qui en France, qui a été extrêmement utile, parce que c'est ça aussi qui est au cœur. Je pense que Laurence plusieurs fois a cité le mot séparatisme. C'est bien séparer
les enfants entre eux, les enfants des adultes, les enfants de croyances, de convictions différentes entre eux. Et effectivement, cette loi pour le séparatisme est extrêmement utile. Ensuite, il y a bien sûr toute une série de mesures qui ont été prises contre l'expression de séparatisme à travers des signes religieux comme le port du voile, qui n'est pas, contrairement à ce que certains veulent nous faire croire, un simple bout de tissu ou une mode, un accessoire de mode. C'est réellement un étendard de ce séparatisme. Donc la France a mis au point, avait ce socle de loi qui lui permettait de réagir, mais pas encore à l'échelle des lycées, des écoles, des collèges. Ce qui a été fait, notamment par le ministre Blanquer dans un premier temps, et puis ce qui a été réaffirmé aussi dans les mois qui ont suivi, la France aujourd'hui permet et recense les signalements d'autocensure, les signalements de comportements radicaux, de comportements qui vont à l'encontre des valeurs de l'école de la République. Ces signalements sont recensés, sont notés, font l'objet d'un rapport annuel, et ce rapport annuel est un outil précieux pour pouvoir, dans chaque département, presque dans chaque école, pouvoir réagir. Il y a aussi une médiatrice de l'éducation nationale. Tous ces outils-là manquaient en Belgique francophone particulièrement, puisque du côté flamand, il y a effectivement, vous l'avez cité, il y a des statistiques maintenant, il y a des signalements, il y a effectivement des mesures d'accompagnement, comme en France, j'ai oublié de le signaler, les professeurs peuvent bénéficier de protection, peuvent bénéficier d'aide, avec des référents laïcité dans les écoles. Bon, on n'en est pas encore là en Belgique néerlandophone, mais il y a une étape qui a été néerlandophone, pardon, dans les... Pour les statistiques. Oui, pour les statistiques du côté néerlandophone, effectivement. Donc ça existe, et c'est précieux. C'est précieux. Prochaine étape, ce sera de mettre en place des outils pour, d'une part, aider les professeurs qui pourraient être en difficulté, mais des outils aussi, et ça, qui n'existe toujours pas en France non plus, et probablement nulle part en Europe, que je sache, c'est-à-dire apprendre... les professeurs, on pourrait dire que les professeurs n'ont pas besoin d'outils intellectuels, qu'ils ont été bien formés dès le départ. Mais aujourd'hui, face à une contestation parfois systématique de valeurs, contestation de scientifiques, des professeurs ont besoin d'être argumentés, d'être outillés pour argumenter, pour pouvoir répondre à des enfants qui, dès l'école primaire, prétendent que la Terre est plate et qu'il n'est pas question de remettre ça en question, que dans les premières années du collège, quand on revient sur l'histoire des sciences, on remet en cause la théorie de Darwin, que des enfants s'écrient, mais madame, mais monsieur, vous trompez, madame, c'est Dieu qui a créé le monde, et il n'en démorde pas. Donc c'est important de pouvoir préparer davantage les professeurs à pouvoir répondre, à pouvoir argumenter, et en faisant ça, à pouvoir effectivement aider tous ces enfants qui méritent de vivre dans une société ouverte et qui en auront tout le bénéfice de pouvoir eux-mêmes éveiller leur conscience et leur esprit critique. Donc c'est un chantier, mais énorme. Alors voilà, Laurence et moi, nous ne sommes pas qualifiés pour répondre précisément à ce défi-là, parce que nous ne sommes pas pédagogues. Bon, comme on vous l'a dit tout à l'heure et comme nous vous l'avons dit, nous sommes journalistes, nous avons fait un travail
de recueils, de témoignages, en arpentant toute la Belgique francophone, en allant, en faisant des va-et-vient avec la France. Mais aujourd'hui, il est clair que le défi est celui des femmes et des hommes politiques, à travers aussi des associations, à travers peut-être les syndicats qui ont trop fermé les yeux, trop longtemps fermé les yeux, et qui le ferment toujours sur cet aspect en le marginalisant. Donc outiller les profs nous semble effectivement, au-delà de la recension de tous les signalements et des aides physiques parfois ou psychologiques pour certains professeurs, nous semble aussi fondamental. Et surtout commencer par les écouter, ce que vous avez fait. Je pense que Laurence va aussi ajouter quelque chose. Oui, je voudrais dire que Jean-Pierre a parfaitement raison en disant qu'il faut outiller, aider les professeurs, les accompagner, surveiller aussi les réseaux sociaux, c'est très important, puisque c'est quand même par le biais des réseaux sociaux souvent que l'extrême violence arrive. Mais il ne faut pas oublier que ce qui se passe ici en Europe s'inscrit dans un contexte international dont souffrent les écoles du monde musulman en général, dans nos communautés ici en Europe évidemment, mais aussi ailleurs, et que peut-être qu'il faudrait aussi penser au fait que cette idéologie est aussi financée de l'extérieur, et qu'il y a peut-être quelque chose à faire là qui permettrait de tarir la source aussi de cette idéologie, d'une part, et d'autre part, je dirais qu'il faudrait espérer que certains partis politiques cesse de jouer la carte communautariste qui, effectivement, encourage cette idéologie à se développer avec leur bienveillance. Voilà, je pense que ce sont deux éléments importants parce que ce n'est pas seulement en armant les professeurs que ça va s'arrêter. Je pense que c'est une situation qu'il faut prendre dans son entièreté et que c'est aussi au niveau politique qu'il faut avoir un peu de courage. En fait, c'est en étant une société plus résiliente. Laurent, je reviens vers vous pour deux précisions par rapport à ce que vous avez dit. Donc, pas seulement renforcer les professeurs, mais aussi nous renforcer nous-mêmes en tant que société, c'est ce que vous avez voulu préciser. Maintenant, quand vous dites qu'il faut que certains partis politiques cessent d'utiliser le communautarisme voilà, pour pouvoir se maintenir en place, comment pensez-vous qu'ils pourraient cesser? De quelle manière? Parce que, voilà, si la gauche cesse, elle est morte. Qui va voter pour elle? Bon, je ne suis pas dans un parti politique et je ne peux pas leur proposer un programme, mais je peux juste, comment dire, suggérer qu'ils ne jouent pas trop cette carte communautariste parce que je ne suis pas sûre qu'in fine ils seront gagnants dans cette affaire. Parce que je ne suis pas sûre que les mouvements islamistes et les mouvements de gauche partagent les mêmes valeurs. Ils sont peut-être, pour l'instant, dans une coalition stratégique pour avoir de la place sur l'échiquier politique, mais à terme, je ne suis pas sûre qu'ils puissent aller très loin ensemble. Voilà. Mais après, c'est pas mon rôle hein, de leur donner des directives. Oui, d'accord. Je passe à vous très brièvement, Jean-Pierre. Oui, je voulais ajouter que ce dont nous venons de parler est une question au cœur de notre société. C'est une question démocratique et on ne peut pas laisser les extrêmes s'en emparer. Chaque parti doit le faire et en pensant à la gauche démocratique, il faut bien convenir qu'elle a renoncé aux valeurs qui l'ont fondée, les valeurs qui est la laïcité, qui était au cœur de l'histoire. Pensons au Parti socialiste en France, pensons en Belgique et dans d'autres pays européens, en Espagne et en Italie. Et ce renoncement nous mène dans ce cul-de-sac aujourd'hui et dans cette incapacité à agir profondément et directement. Par ailleurs, comment dire, se laisser aller de ces partis de gauche est extrêmement méprisant aussi à l'égard des citoyens de confession musulmane, parce que c'est une façon indirecte
mais d'infantilisation de ces populations, une incapacité à prendre leur devenir en compte et à les considérer à leur juste mesure comme des citoyens à part entière. Et cette infantilisation, elle est instrumentalisée, comme Laurence l'a dit, comme vous l'avez souligné aussi, par ce communautarisme qui est en train pas de tuer le projet européen, mais en tout cas de nous handicaper énormément pour notre avenir. En effet, moi je vais vous donner 2 points, ce que j'ai remarqué en tout cas en tant que femme politique et en tant que co-auteur et chroniqueuse sur le terrain, c'est que la manière dont la gauche utilise le communautarisme pour se maintenir au pouvoir est très systématique et c'est très clair et très simple. Donc c'est par la voie économique, convaincre les populations immigrées du fait qu'il n'est pas nécessaire de travailler pour gagner de l'argent. Il y a toujours des gens qui sont en train de payer. Et deuxièmement, qui ne sont pas obligés de s'intégrer, ils peuvent apporter leur culture dans leur sac à dos et c'est l'Europe qui doit s'adapter. Donc c'est ces 2 principes et qui ne doivent pas, ils doivent pas du tout faire comme on fait ici. Hein, et que si on essaie de les obliger à faire comme on fait en Europe, alors c'est du racisme. Donc c'est en gros ce qui se passe. Et donc ils ont trouvé un public qui achète. Et cette gauche-là espère se maintenir au pouvoir en poursuivant sa stratégie. Mais cette stratégie, elle a aussi des limites, vous avez raison, Laurence. Elle a aussi des limites parce qu'un jour, vous recevez une facture. Moi, quand je reçois une facture, elle ne me demande pas, tiens, je vais soudain avoir un montant plus élevé ou plus petit en fonction de ta couleur de peau. Hein. Je dois juste la payer, la facturer, c'est tout. Et donc, un jour, si on augmente les impôts, on va payer plus de taxes, quel que soit si nous travaillons. Et donc, il y a de plus en plus de gens issus de ces communautés qui vont se trouver un emploi et qui ne sont plus disponibles pour ce genre de gauche-là et qui veulent entendre un discours socio-économique qui les respecte. Parce qu'en gros, vous l'avez dit aussi, c'est de la discrimination parce qu'on ne les voit pas comme une partie de la population à part entière, comme des citoyens à part entière. Et ce n'est pas uniquement d'un point de vue économique et d'un point de vue intellectuel, c'est aussi d'un point de vue justice. Donc on a assisté en Europe à une apparition de tribunaux de la charia qui vont juger sur le droit familial, sur le divorce par exemple, ou sur l'éducation des enfants, qui vont se mêler dans certains pays, on l'a vu aux Pays-Bas, mais aussi en Angleterre, qui vont se mêler à ce qui se passe dans les écoles. Donc on a à ce moment-là une société parallèle qui naît et qui est une menace pour l'état de droit. Donc on a quand même plein de problèmes qui naissent et une gauche qui accepte que la seule source d'information pour ces personnes qui votent pour eux soit une source d'information extérieure. Donc, moi, j'ai vu des gens ici à Bruxelles qui n'étaient pas du tout au courant de ce qui se passait en Europe, hein, parce qu'ils regardent juste une chaîne, je ne sais où, ailleurs, et ils sont au courant de tout ce qui se passe ailleurs, mais sauf sur le territoire européen. Mais je ne sais pas où ils vivent. Alors, ils sont ici, mais ils ne sont pas ici. Et ça, ce n'est pas un vivre ensemble qui peut fonctionner parce que quand vos enfants rentrent à la maison de l'école, ils vous parlent alors de quoi? C'est quoi le sujet de conversation à la maison? Quand on voit un président dont beaucoup de gens ne sont plus fiers aujourd'hui, mais qui un jour, au moment où on était encore très fiers de lui, a dit « Je suis devenu président grâce à ce qui se disait à la table du dîner ». Parce qu'on parle avec ses enfants, on parle de l'école, on va à la rencontre avec les professeurs, on essaie de faire en sorte qu'ils ne se victimisent pas et qu'ils construisent une vie meilleure. Mais aujourd'hui, il y a des parents qui me disent « Mais moi, j'ai toujours voté pour la gauche, mais maintenant, je change d'avis parce que je veux que mes enfants aient une meilleure vie et je constate qu'ils n'avancent pas et qu'ils ont les mêmes souffrances que moi. Donc, peut-être qu'il y a un espoir. » Donc, c'est ce que j'essaie de voir. Mais quand on regarde la situation et les informations qui nous sont données, on constate en tout cas qu'on ne fait rien avec pour changer le destin de nos professeurs dans les écoles. Il y a dans votre livre ce témoignage d'un ancien inspecteur général de l'éducation nationale française, Pierre Aubin, qui a dit, sans ambiguïté, vous le citez dans votre livre, « L'école est un objectif stratégique pour les islamistes. Tout ce qui a trait à l'intégration et à la culture occidentale est quelque chose d'exécrable pour eux. » Et c'est la réalité, c'est une vérité qu'on a souvent constatée. Donc, ils sont allergiques à l'intégration, les frères musulmans, qui estiment que les valeurs, le mode de vie occidentaux et islamiques sont fondamentalement incompatibles. Alors, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un ici en Europe dit que les valeurs et le mode de vie occidentaux et islamiques sont fondamentalement incompatibles?
Alors on est jugé, on est critiqué, on est traité de raciste, mais eux, ils peuvent le dire. Ils peuvent le dire et d'ailleurs ils le pratiquent parce qu'on ne peut pas s'habiller comme une femme occidentale et cette pression sur les filles à l'école s'exerce aussi sur les mères. Moi je suis déjà en tant que mère, je me suis retrouvée devant l'école de ma fille pour la récupérer et j'ai eu des critiques de garçons parce que je portais un décolleté. Et un jour elle m'a dit, maman, est-ce que tu peux t'habiller autrement quand tu viens me chercher? Ah ben c'est le jour où je l'ai changé d'école. Parce que c'est quand même pas possible. Et donc ça, c'est une pression qui existe. Et les frères musulmans qui refusent que les enfants de croyants partagent les mêmes programmes et les mêmes bancs que ceux des non-croyants. Donc où est-ce qu'on va? C'est quand même extrêmement difficile. Donc j'aimerais maintenant revenir vers vous. Et je vais venir d'abord vers Jean-Pierre. Ici, vous pouvez peut-être... je ne l'ai pas dit au début, hein, je n'ai pas brossé votre portrait parce que j'allais le dire plus tard, mais vous êtes un grand reporter. Vous m'avez expliqué ce que ça voulait dire être un grand reporter. Et vous avez de l'expérience en Afrique, notamment au Rwanda et dans d'autres pays africains, et également au Proche-Orient. Vous avez une connaissance précise de ce que signifie l'expression les frères musulmans. On en parle beaucoup, mais il y a parfois des gens qui disent, mais c'est qui en fait les frères musulmans? C'est quoi les frères musulmans? Qu'est-ce qu'ils veulent réaliser en Europe? Je sais que Florence Bergeau-Blaclair a écrit un livre sur le frérisme en Europe et comment il tente d'établir l'idéologie frériste en Europe. Mais c'est quoi l'idéologie frériste? Qui sont les frères musulmans et pourquoi on doit s'inquiéter? Est-ce que vous pouvez dire ça en 1 minute? Oula, c'est compliqué. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, donc les frères musulmans étaient créés au lendemain de la Première Guerre mondiale sur les dépouilles de l'Empire ottoman, parce que justement, la Turquie moderne venait d'être créée par Kemal Atatürk, avec une vision laïque pas totalement correspondante à notre laïcité, mais laïque qui déplaisait aux frères musulmans, avec une deuxième matrice d'ailleurs dont on ne mesure pas encore le poids aujourd'hui dans son histoire, c'était celui de la Palestine et de combattre les puissances mandatrices qui s'étaient partagées les dépouilles de l'Empire ottoman. Les frères musulmans ont d'abord essaimé vers l'Égypte jusqu'au moment où Nasser s'en est séparé assez brutalement. Ils ont essaimé vers un pays dont on parle depuis quelques jours beaucoup, vers la Syrie d'une part, vers l'Algérie d'autre part, où ils sont devenus, au moment de la décolonisation, les instituteurs. Et ils ont forgé ceux qui allaient devenir les GIA, le Front islamique du salut, qui ont provoqué cette décennie noire. Ensuite, ils ont essaimé sur tout le pourtour les rivages méditerranéens du sud, l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Et l'Europe avec une stratégie très différente de celle qu'ils ont menée dans d'autres pays du monde arabo-musulman, qui était celle de l'intégration dans les sociétés. On a l'habitude de dire que les frères musulmans, à l'image de Tariq Ramadan, qui se présentait devant des amphithéâtres où il y avait des centaines, voire des milliers de fans, de supporters, même de groupies. On sait ce que c'est devenu d'ailleurs par la suite. C'est ce que certaines groupies sont devenues et ce qu'il leur a fait. Mais ces frères musulmans se sont présentés en costume cravate ou en jeans et en Nike pour séduire tous leurs interlocuteurs et s'insinuer dans les rouages et de l'école et des administrations et de la politique parce qu'il semblait inoffensif et que nous sommes particulièrement bienveillants, que nous sommes peut-être encore pas plus particulièrement à l'égard d'une religion dont nous avons perçu ou cru percevoir depuis le mouvement depuis les années 80
à partir de la France, la discrimination dont elles étaient victimes, mais sentiment de victimisation qui était largement exploité, sans doute exagéré aussi par les frères musulmans, qui ne disent pas leur nom. Certains, oui, on le voit, ils font, certains ne se cachent pas, ils font le signe de l'Arabia, on le voit certains, notamment lors de certaines campagnes électorales, mais c'est un mouvement extrêmement discret qui s'appuie sur des financements puissants qui ont fait de Bruxelles leur tête de pont fondamentale, parce que Bruxelles est la capitale de l'Europe, parce qu'un groupe comme le collectif contre l'islamophobie, ce mot qui est projeté systématiquement en réponse à la moindre critique contre l'islamisme, comme un bouclier, pour refuser toute remise en question. Ce collectif contre l'islamophobie qui avait été interdit en France est venu s'installer à Bruxelles et extrêmement puissant ici au Parlement, comme il peut l'être à la Commission ou encore à Strasbourg au Conseil de l'Europe. Et il avance relativement masqué dans les écoles, dans les universités. On le voit avec tout ce mouvement depuis le 7 octobre, parce que des facultés entières ont été quasiment achetées, que ce soit à l'université de Louvain, que ce soit à l'ULB, que ce soit même à Harvard, que ce soit à Columbia, par des fondations qataris ou proches du Qatar, qui servent de tête de pont à cette idéologie des frères musulmans qui a progressivement, petit à petit, et avec une très grande accélération depuis 2016-2017, pénétré par toutes nos sociétés occidentales, à la faveur aussi de cette remise en question des valeurs européennes ou occidentales prônées par le mouvement wokiste américain. Donc il y a cette conjonction qui nous affaiblit extrêmement fort aujourd'hui, et contre laquelle il faudrait réagir, d'une part en reprenant conscience de ce qu'est notre héritage, nos valeurs, quitte à aussi le contredire et le mettre en opposition à travers d'autres histoires, parce que on ne peut pas avoir une seule histoire européocentrée, qu'on doit regarder le reste du monde, c'est une évidence. Mais en étant fier de cette histoire européenne, et en permettant indirectement, à travers cette redécouverte de notre héritage, en permettant surtout aux populations immigrées, qui constituent aujourd'hui un nombre significatif de personnes sur le continent européen, de s'émanciper et ne pas rester prisonniers, que ce soit dans des banlieues ou dans des régions d'Europe, de rester prisonnières de cette idéologie qui les empêche fondamentalement de s'émanciper et de vivre pleinement leur citoyenneté. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je répète, l'éducation, elle est vraiment au cœur de tout, et nous ne pouvons qu'avoir la plus grande estime pour ces professeurs, souvent démunis, souvent seuls, souvent contraints à quitter parfois contraints à quitter leur métier parce qu'ils ne sont pas aidés dans cette tâche-là qui est fondamentale pour nous et notre avenir. Résumé au niveau des frères musulmans, de l'entrisme et de l'objectif des frères musulmans. Donc en gros, les frères musulmans veulent établir l'idéologie frériste partout dans le monde. Donc ils veulent créer l'Oumma. Pour eux, ils représentent tous les musulmans. Moi par exemple, je suis née musulmane, je n'ai pas choisi de naître comme ça, mais j'ai choisi d'être laïque en grandissant. Donc pour eux, on ne peut jamais cesser d'être musulman. Et eux nous représentent, vous représentent, quel que soit votre choix. Et donc, ils vont exercer une pression sociale sur vous. Donc, ils avancent masqués, comme vous l'avez précisé, mais ils reçoivent de l'argent de l'étranger et aussi de l'argent d'ici, parce qu'on est très sensible, on est très coupable en tant qu'Europe. On croit qu'on est la cause de la misère du monde entier. Et surtout ici, on imagine que leur demander d'aimer Noël et
et d'aimer nos traditions et de s'adapter, c'est de la violence. Et donc, en gros, on donne de l'argent parce qu'on se sent coupable pour qu'on nous attaque. Et c'est ce qui se passe. Des associations comme Femiso, qui sont liées aux frères musulmans, reçoivent des subsides européens et sont reçus ici, au Parlement européen, par des membres d'un parti comme LFI, par exemple, ici. Et ça, c'est totalement inacceptable. Donc, c'est passer par nos écoles, passer par notre politique, passer par nos institutions et utiliser notre argent pour pouvoir établir l'idéologie frériste. Mais c'est effectivement parfois en costume cravate et parfois avec d'autres moyens, mais c'est toujours un cheval de Troie. Et on doit vraiment faire attention à ça, parce qu'ils refusent nos valeurs et qu'ils vont continuer à s'imposer. On remarque aussi qu'à cause d'eux, et à cause de ce qu'ils imposent dans les écoles, il y a un antisémitisme grandissant dans les écoles. Je lis dans votre livre que dans une école, je pense que c'est l'Athénée Émile Boxael, que le dernier enfant juif a quitté l'école en 2014. Donc la dernière fille juive a quitté cette école en 2014. Et il y a un enseignant qui dit dans votre livre, combien de fois n'ai-je pas dû intervenir parce que j'entendais dire sale flamand, sale belge ou sale juif. C'est quand même hallucinant parce qu'on est en Belgique, on est en Europe. Et donc voilà, on a compris que c'est vraiment une situation grave. J'aimerais poser une question à Laurence avant de passer vers vous, mais je vais d'abord vous parler de François-Xavier Bellamy, qui vient d'arriver à Bruxelles il y a une demi-heure et qui voulait venir ici. Mais devinez ce qui est arrivé. Par rapport à ce qui se passe en France, il a dû faire demi-tour parce qu'il doit aller à l'Élysée. Voilà, donc il y a plein de choses, qui se passent et il est président pour l'instant donc de la délégation Les Républicains et donc il doit être à l'Élysée à 14h, donc il a fait demi-tour pour aller à Paris. Donc on a un invité très important et j'aimerais dire 2 mots sur François-Xavier Bellamy, avec qui je travaille très bien au Parlement européen, qui est très engagé pour faire respecter nos valeurs et notre mode de vie occidental. Il dit qu'il est très désolé et qu'il aurait tellement aimé être, il est vraiment arrivé à Bruxelles et puis il est parti. Il aurait aimé être parmi nous aujourd'hui pour pouvoir conclure cette conversation. Il m'a aidé à tout mettre sur pied et à l'organiser. Et il dit également de dire à Jean-Pierre et Laurence qu'il vous transmet son bonjour et qu'il espère vous rencontrer bientôt pour parler à nouveau de votre livre. Et voilà, et c'est un combat qu'il va continuer à poursuivre avec moi. Donc je vous dis que François-Xavier Bellamy est avec nous, mais il participe à l'activité pour sauver la France. Et donc, on ne peut pas lui en vouloir. Hein? On ne peut pas lui en vouloir. Voilà, je vais passer la parole à Laurence. Je vais voir qui va gagner pour le jeu d'1 minute. Et ensuite, je repasserai au public. Donc, la question que je veux vous poser est la suivante. On a vu qu'il y a les mouvements de jeunesse, les mouvements culturels, tout ce qu'ils inventent pour pouvoir endoctriner les jeunes. Mais on a vu qu'il y a aussi ce qu'ils appellent le soutien pour le business. Et vous citez l'exemple de Molenbeek dans votre livre. Et donc, ici, on a eu beaucoup de fleurs qui ont été jetées à Molenbeek au début, avant que la critique n'arrive. Est-ce que ce sont des phénomènes que vous avez observés ailleurs? Et enfin, un mot sur l'antisémitisme. Est-ce que, en dehors de cet exemple en 2014, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus, sur ce que vous avez pu constater au niveau des professeurs? Et je vais être gentille, 2 minutes. Oui, non, je ne vais même pas prendre les 2 minutes. Parce que pour Molenbeek, je vais passer la parole à Jean-Pierre, qui connaît beaucoup mieux le sujet, puisque moi, j'habite à Paris. Pour l'antisémitisme, c'est une évidence qu'il y a une libération de la parole antisémite. On peut le sentir, et bien sûr, dans les écoles, chez les plus petits même. On a des témoignages de petits qui ouvertement vont pouvoir dire sale juif sans se sentir coupable et sans même que les professeurs puissent vraiment intervenir. Toute question aujourd'hui dans les classes autour du conflit israélo-palestinien peut conduire à des violences. On a eu des exemples assez dramatiques comme ça, c'est-à-dire, voilà, on commence à parler du conflit israélo-palestinien avant le 7 octobre, et les élèves s'empoignent, se jettent des bics, des stylos à la figure, finissent par se lever, par s'empoigner physiquement. Il faut appeler, comment dire, les éducateurs
pour les démêler. Ensuite, le professeur est convoqué chez le directeur. Et là, humiliation suprême pour ce professeur. Il y a un parent d'une des élèves de confession musulmane qui est dans le bureau du professeur et qui humilie ouvertement le professeur en lui disant « Tu es un incapable, tu ne sais pas tenir ta classe. Moi, je vais te dire ce que tu dois faire. Tu vas punir un tel comme ça, tu vas punir un autre comme ça. » Et le professeur est presque obligé de se soumettre à l'autorité, non même pas du directeur, mais d'un parent d'élève qui arrive et qui dit ce qu'il faut faire. Donc voilà, je peux pas m'étendre trop, mais il est clair que la parole antisémite, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, s'est complètement libérée dans les écoles. Après, sur Molengeek, je laisse la parole à Jean-Pierre Martin, parce que je pense qu'il connaît, Jean-Pierre, je pense que tu connais mieux que moi ce sujet. Ben, Florence a gagné le jeu d'une minute. Ouais, non, je vais faire moins. Je vais faire moins parce que j'ai pas encore trop m'engager. Molengeek, pour l'instant, commence à faire l'objet d'investigations un peu sérieuses. On s'est rendu compte qu'aussi ces ASBL, comme il y en a des centaines à Bruxelles, sont largement subventionnés et Molengeek l'est particulièrement, avec beaucoup d'argent, ne rencontre pas l'objectif officiellement fixé, à savoir de sortir des adolescents de parcours scolaires chaotiques et de l'échec dans ces parcours scolaires pour former de véritables programmateurs. En réalité, il s'agirait effectivement de poudre aux yeux. Le patron de Molengeek, comme son frère d'ailleurs, qui vient d'être nommé dans un cabinet ministériel en Fédération Wallonie-Bruxelles, sont soupçonnés d'appartenir aux frères musulmans. Mais encore une fois, puisqu'on ne le crie pas sur la place publique, seuls savent ceux qui sont proches. Mais ce qui est intéressant, c'est à travers Molengeek, qui bénéficie de beaucoup d'argent, c'est la manière dont nous avons été aveugles en France, en Belgique. Je ne connais pas la situation aux Pays-Bas, en Allemagne, mais la manière dont on dilapide de l'argent dans des ASBL, sous couvert de très bonnes intentions, bien sûr, mais malheureusement des ASBL qui ne sont pas contrôlés par le contribuable, puisqu'il s'agit de l'argent du contribuable, et dont on ne voit pas la pertinence, ou en tout cas les effets dans les objectifs qui, au départ, sont posés pour obtenir cet argent qui est public, mais sans contrôle public. Et les ASBL et les écoles de devoir, en particulier pour les plus petits, qu'on n'a pas investigués, sont une véritable source d'entrisme musulman. Encore un mot, si vous permettez. Ça, c'est peut-être un futur bouquin, mais ça se passe dès le plus jeune âge primaire, dès l'école élémentaire, même l'école gardienne, à travers des livres en apparence anodins, à travers des réactions, des réflexions à l'égard d'une maîtresse, de la façon dont elle s'habille. C'est là qu'on peut déjà mesurer à la fois ce poids du normatif et à la fois mesurer tout ce qu'il nous reste à faire et tout ce qu'il faut faire pour rétablir une éducation, l'autorité des professeurs d'une part, et une école qui émancipe et qui tienne compte de tous. Merci beaucoup. Nous allons passer maintenant à la partie questions-réponses. Dans l'exemple que vous avez cité, Laurent, j'aimerais ajouter aussi que dans le livre, vous parlez d'un garçon qui a frappé avec l'intention de frapper à mort un autre enfant dans la classe. Et là, il y a également eu pas de sanction, c'est sur les épaules des professeurs. Mais maintenant, j'aimerais passer dans la salle. Voilà, pour ceux qui veulent poser des questions, je vous demanderai de dire votre nom, votre prénom, ce que vous faites, et de vous limiter vraiment à 1 minute. Celui qui dépasse 1 minute va me rendre un peu triste. Vous ne voulez pas ça, non? Voilà, je propose qu'on prenne plusieurs questions et ensuite je reviendrai à vous pour répondre. Je vais commencer par la femme en bleu là-bas.
Super. Allez-y. Donc je me présente, je m'appelle Valentine Martin, je suis étudiante à l'ULB, je fais ma thèse sur l'efficacité des programmes de prévention de radicalisation islamiste chez les mineurs à Bruxelles. J'ai travaillé avant dans la promotion de l'éducation libérale au Moyen-Orient. Et donc, lié à tout ce sujet, je voulais d'abord vous poser des questions sur les outils, comment armer mieux les élèves pour faire face aux pressions extérieures, pas seulement dans l'école même, lorsqu'il y a des débats avec les professeurs, mais aussi comment est-ce qu'ils peuvent faire face aux pressions extérieures de leur réseau, de leur famille, de continuer à ouvrir ce dialogue avec eux, parce que, on sait que c'est un cercle vicieux, même si lorsqu'ils arrivent à l'école, peut-être qu'ils s'ouvriraient un petit peu plus au débat. Une fois qu'ils retournent à la maison ou qu'ils retournent dans leur réseau, ils retournent un petit peu dans ces mentalités fermées. Donc, comment mieux armer ces élèves pour faire face à ces pressions, et comment armer aussi les professeurs et les écoles, les établissements de manière générale pour faire face à toutes ces pressions extérieures, donc venant des parents, peut-être des frères et sœurs qui viennent et qui mettent justement la pression sur ces établissements. Voilà, merci. Merci beaucoup. On va passer à la question suivante pour l'égalité hommes-femmes. Voilà, monsieur ici. Oui, merci. Je crois qu'on doit d'abord remercier Laurence et Jean-Pierre pour leur livre qui est vraiment d'utilité publique et dont ils n'ont pas eu l'occasion de dire que le titre venait en fait d'une réplique du film Amal, qui est un film qu'il faut absolument voir, du réalisateur belgo-marocain Jawad Khalib, qui montre aussi la situation dans les écoles, comme le fait Jean-Pierre Robin en France dans son livre Les profs ont peur. Alors la question que je voudrais poser est la suivante. Le livre de Laurence et Jean-Pierre a analysé la situation des enseignants et les problèmes des enseignants à la fois dans les écoles officielles et dans des écoles libres, c'est-à-dire principalement des écoles catholiques, parce que le problème se pose dans tous les réseaux scolaires. Mais la question que je me pose dans beaucoup de pays de l'Union européenne, et c'est notamment le cas en Belgique, on respecte la liberté d'enseignement et il y a différents réseaux scolaires. Mais en Belgique, par exemple, nous avons un pacte scolaire qui a permis l'existence de ces différents réseaux scolaires. On voit que les règles qui ont été conçues jadis pour permettre le développement d'un réseau d'enseignement souvent catholique ou protestant, actuellement devient en quelque sorte un cheval de Troie aussi du communautarisme islamique, puisque à côté des problèmes que vous avez soulignés, on voit se développer notamment en Belgique et à Bruxelles un réseau d'écoles islamiques financées par les pouvoirs publics, ce qui, dans la perspective du vivre ensemble et d'une intégration de la société, ne me paraît pas une bonne chose. Et je crois qu'il faut être attentif à cela. En Belgique, à Bruxelles, nous avons déjà 8 écoles islamiques financées par la Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est un phénomène, me semble-t-il, aussi inquiétant. C'est peut-être un sujet pour un deuxième livre, mais vous aurez une source d'inspiration qui est le mien sur le sujet. Voilà, merci beaucoup. Je passe à la question suivante, mais j'ai toujours rêvé de faire ça, d'utiliser le marteau du président. Donc quand vous aurez atteint votre minute, je vais vous le signaler, parce que voilà, il n'y a que le vrai président de la commission qui peut l'utiliser, mais moi aujourd'hui je peux. Voilà, je vais passer à monsieur en blanc. My name is Nati Langerman. I work as Israel's Channel 14 Europe correspondent. I'm just generally interested in understanding what has been the impact of October 7th on Islamism in European classrooms and on the threats or event cancellations you all have received. That's all. Thank you. I would like to give the floor to you. Bonjour, je m'appelle Olivier, j'ai 30 ans, je suis consultant en banque et assurance. Et je suis militant politique aussi, en tout cas de centre droit. Donc la question que je voulais poser, c'est que je trouve ce bouquin vraiment d'utilité publique, mais qui va aborder un problème sur une sphère scolaire, mais qui est pour moi un sujet de société partout. Parce que par exemple, comme vous disiez, j'ai entendu dans l'interview de monsieur, c'est que dans certains hôpitaux, il y a certains infirmiers qui vont refuser de toucher une personne alors qu'ils travaillent,
parce qu'elle est de sexe masculine ou voilà, ou je ne sais quoi. Et à côté de ça, c'est que c'est un sujet, mais qui, on va dire, qui est partout dans le monde, mais particulièrement en Europe. Donc, est-ce que c'est pas à la Commission européenne d'identifier les frères musulmans comme un ennemi extérieur et de mettre un arsenal juridique, en s'inspirant notamment de la France, en place, de façon à connaître l'ennemi et à le combattre par la loi, concrètement. Et malheureusement, bien évidemment, on a quand même beaucoup la gauche qui est au pouvoir dans beaucoup de pays européens, et notamment dans le sud de la Belgique, qui ne va pas forcément voter ces lois, etc. Et donc, est-ce qu'il ne serait pas temps que, là, j'ai un bouquin avec moi qui est la Constitution européenne, que certains députés se réveillent, etc., et changent la Constitution européenne pour que tous les pays puissent agir en même temps, ensemble, contre cette doctrine qui menace totalement l'Occident. Merci. Merci beaucoup. Merci. Je passe la parole à Monsieur Michiels ici. Je suis un journaliste néerlandophone ici en Belgique. Donc en fait, j'ai une question assez simple. En fait, votre livre demande, comme vous l'avez accentué vous-même, une réponse politique avant tout. Quelles ont été jusqu'ici les réactions politiques que vous avez eues ici en Wallonie, en Belgique francophone? Et est-ce que les réactions politiques ont été assez satisfaisantes, disons, pour vous? Alors, je vais passer la parole à Monsieur là-bas. Thank you very much indeed for your clarity and bravery. And as a teacher until 2 years ago, thank you for your understanding of the pressure that teachers are under. However, the tools that you talk about and the situation that you're discussing, which is very, very grave, I just wonder whether actually they're going to be in any way adequate, because we're in the middle of an almighty culture war. And that culture war is not just being driven by the Muslim Brotherhood, but it's actually being driven by EU elites who have no pride in the history of Europe. And I think, Jean-Pierre, you made a very key point about pride in European history. But actually, where does that exist? Where is that celebrated? Ripping through the curriculum is the decolonize movement, the movement that says everything that Europe ever did is bad and toxic. So we're in the middle of a culture war that's not being driven simply by the Muslim Brotherhood. So how can we address that situation if our politicians won't actually celebrate European history? Very much, very happy to have a teacher among us. Welcome. I'll go to you. Also 1 minute. Oui, merci beaucoup Madame la députée. Merci aux deux auteurs d'avoir rédigé ce livre. C'est un honneur pour moi d'être ici parmi vous. Mon nom est Jean-Luc Laffineur, je suis avocat au barreau de Bruxelles et de Paris. J'habite en Belgique depuis longtemps. Ma question est la suivante, et elle rejoint un petit peu les commentaires et les questions qui ont été faites par les deux derniers spectateurs. On parle beaucoup de cordon sanitaire contre le Rassemblement national en France. Bon, personnellement, de par ce que j'ai observé, les dangers auxquels nous devons faire face sont liés à l'islamisme et au wokisme. C'est clair, je veux dire, bon, bien sûr, le fascisme, il a existé, bien sûr, il y a des gens d'extrême droite, mais soyons très clairs, soyons très nets, le danger pour notre civilisation vient actuellement de l'extrême gauche. Donc, ne devrions-nous pas, plutôt que de faire un cordon sanitaire contre l'extrême droite, de faire un cordon sanitaire contre l'extrême gauche? Et je remercie d'ailleurs le Parlement européen d'organiser cet événement, parce que je vous ferai remarquer que Madame Kanko vient d'un parti qui en France serait considéré comme le Rassemblement national ou Renaissance, et Reconquête, pardon, et qui ne pourrait probablement pas faire une présentation de ce type. Donc ma question est, ne croyez-vous pas, justement, pour changer les règles, puisque monsieur a parlé de changer les règles, monsieur aussi, et monsieur a parlé du problème des élites européennes, c'est tout à fait juste. Ne pensez-vous pas que pour changer les règles très concrètement, il faut qu'on fasse une alliance entre les partis du centre, de droite et d'extrême droite? Voilà, merci pour votre question. Juste une petite précision avant qu'on continue. Donc mon parti, c'est moi qui organise cet événement. Donc avec Bellamy, ce n'est pas le Parlement européen.
Mais je remercie mon groupe politique de m'avoir donné cette salle aujourd'hui et aussi d'avoir réservé les interprètes pour nous et le Parlement de nous donner aussi les services qui nous accompagnent, y compris les huissiers, les agents de sécurité qui sont là. Enfin, préciser que notre parti frère en France, donc la NVA, le parti frère en France, c'est les Républicains. Donc c'est pour ça que je suis en contact avec François-Xavier Bellamy. Comme ça, c'est clair pour tout le monde aussi, pour ne pas avoir de malentendus. Mais l'objectif, c'est de travailler avec tout le monde tant que c'est sur un sujet précis, parce que ce qui compte, c'est du résultat pour le citoyen. Alors, au milieu, il y avait qui encore qui demandait la parole? Merci beaucoup. D'abord, je vous remercie donc Madame Kanko et les deux écrivains. Moi, je suis venue ici juste en lisant le nom, déjà Allah, parce que je pense que les mots, ou en tout cas ont un impact sur tout le monde et aussi des significations différentes. Je suis moi-même parent, j'ai dû déménager avec mes enfants par rapport à ce même problème, le fait d'aller chercher les enfants à l'école et qu'on ne se sentait plus du tout en sécurité, où le directeur de l'école m'a dit « Je vous conseille de déménager, madame, si vous voulez vraiment donner une bonne base d'éducation à vos enfants. » Donc, je travaille aujourd'hui, moi-même, je suis consultante. Je donne aussi des formations, effectivement, sur la polarisation aussi. Moi, ma question, c'est, je me demande s'il n'est pas préférable, en tout cas, c'est un souhait, de séparer justement toutes ces, voilà, les religions, on va dire plutôt, et l'enseignement, pour créer plus de liberté, pour qu'on puisse aussi aborder des sujets liés à tout. Parce que vous avez parlé de la transmission des valeurs. Et je pense qu'on ne peut que transmettre ces valeurs si on a la liberté de s'exprimer. Or, si on parle des religions, il y a toujours un problème quelque part. Donc, je me pose la question ici, à Madame Kanko, au niveau politique aussi, est-ce qu'il y a moyen aujourd'hui, peut-être dans les 5 ans, je ne sais pas quoi, de séparer ces deux choses-là, où les gens se sentiront, je pense, mieux chez eux pour pratiquer leur religion comme ils veulent et ne pas l'imposer aux autres, par exemple. Merci. Voilà, merci pour la question. Je passe aux 2 dernières questions avant d'aller aux députés. Bon, 3 dernières questions. Donc, madame ici, avec les lunettes, là-bas, oui. Thank you very much. I survived a targeted terror attack in Copenhagen in 2015, so I have a first-hand experience of what the Islamists mean when they say what they say. Reading Lorenzo Vidino's book on Muslim brotherhood in the West, I noticed one thing, that departments within governments don't communicate. And he studied this case on Germany, France, UK, and USA. My question would be, as politicians, what should you do to face the threat of political Islam? Because this is not just about religion. This is a political ideology that is trying to subvert our societies. And artists and teachers are very lonely. And I'm tired of intellectuals and politicians talking about teachers being on the front line. What can you do for us to face this threat when they don't do anything to protect them through safety and also the law to stop the funding and spreading of this ideology? Thank you. And now the gentleman just behind you. Qu'est-ce qu'on connaît du financement étranger des frères musulmans? Ok, voici une question to the point. Je passe la parole à Monsieur Sanchez. Je ne sais pas dans quelle langue vous allez parler. En français. En français, d'accord. Mais bon, 1 minute. Bien sûr. Merci chers collègues, donc, pour cet acte de résistance pour la liberté d'expression, notamment aujourd'hui, auquel je tenais à participer. Je voulais apporter un témoignage, mais en 1 minute, je ne le ferai pas. Donc, je vais m'en tenir aux questions. Le problème, que ce soit en Belgique ou en France, c'est la lâcheté, le laxisme et l'irresponsabilité face à toutes ces revendications délirantes que ces élus transforment petit à petit en normes qui seraient acceptables pour tous. Le laxisme des politiques me fait honte. Il ferait honte aussi à nos grands-parents qui doivent se retourner dans leur tombe, eux qui se sont battus pour notre liberté. Vous parliez de la loi de 1905 en la présentant comme un socle, mais elle est aujourd'hui bafouée largement. 2 questions. Est-ce que vous pourriez nous exposer chacun l'exemple qui vous a le plus choqué dans votre livre? 2e question, le séparatisme, on le constate à tout point de vue, que ce soit d'un point de vue vestimentaire, comportemental ou aussi alimentaire. Tout est sujet à tension et beaucoup lâchent face à ce rapport de force, vu le peu de soutien des pouvoirs publics qui sont lâches. On a vu ce qui est arrivé en France à Samuel Paty. Ceux qui ont soutenu sa mort arrivent aujourd'hui au pouvoir en Syrie. Est-ce que vous sentez une prise de conscience politique des instituteurs,
souvent de gauche, mais qui réalisent petit à petit qu'il n'est pas normal que des sujets soient interdits et qu'on attente à nos libertés de pensée et d'expression? Ou sont-ils généralement résignés? Ont-ils intériorisé et accepté tout cela? Ou vont-ils aussi se battre avec les pouvoirs publics? Merci beaucoup, M. Sanchez. Maintenant, je donne la parole. Je commence par qui? Infiniment merci pour votre présence, pour votre question. Elles sont profondément pertinentes, elles sont interpellantes, comme le titre du livre. Madame, vous aviez posé la première question, je la trouvais hyper intéressante, sur les profs armés, le fait que vous aviez travaillé sur le thème, et notamment des élèves qui rentrent dans leur famille. Effectivement, si ce n'est pas la famille, c'est l'entourage. Quand on vit en banlieue ou à Bruxelles, dans certains quartiers où la banlieue se trouve au cœur de la capitale, dans un microcosme avec des profs qui sont issus de ce quartier, qui connaissent les parents, d'éducateurs qui parlent non plus le français ou le néerlandais, mais qui parlent la langue amazique, la langue berbère, c'est effectivement extrêmement compliqué. On a passé sans doute investiguer ce souci-là. La seule chose que je peux dire, c'est que les professeurs qui, en plus de leurs nombreuses tâches, bien souvent assurent aussi la sortie des écoles, discutent avec les mamans, puisque la plupart des cas, ce sont des mamans voilées, parfois avec le niqab. Ils essayent de faire passer certains messages, mais c'est extrêmement compliqué. Oui, les réunions des parents ne suffisent pas parce que les parents n'y vont pas. En fait, les parents pas concernés, les réunions des parents, ce sont généralement, on y retrouve les parents d'élèves plutôt des bons élèves, des élèves qui ont de la chance, des élèves avec des parents investis. Donc oui, il reste énormément de choses à faire et à investiguer. La prise de conscience, je passe directement d'ailleurs à la dernière question de vous, Monsieur Sanchez. La prise de conscience, oui, elle est là. Je pense qu'elle est là et la preuve, c'est qu'on a pu écrire ce recueil, que parallèlement est née en Belgique une organisation au beau nom, les universalistes, qui regroupe au moins une centaine de professeurs et qui, dans les prochains mois, vont jouer un rôle de premier plan pour réunir ces professeurs, pour lister l'un après l'autre tous les problèmes, voir les écoles, s'adresser aux inspecteurs qui souvent ferment les yeux, aux pouvoirs organisateurs qui sont démunis, et bien sûr aux politiques, puisque, vous le disiez, malheureusement, les partis de gauche, pour l'instant, ne réagissent absolument pas, or que c'est aussi leur avenir, c'est aussi leur intérêt, c'est aussi leur histoire profonde quand on pense au Parti socialiste en France et en Belgique en particulier. Alors le financement des frères musulmans, c'est une immense nébuleuse. Très peu s'y sont collés. C'est bizarre d'ailleurs. Dans les universités, personne n'y travaille. Il y a des chercheurs indépendants. Il y en a quelques-uns qu'on trouve sur X qui font un travail remarquable, qui essayent petit à petit de faire des tableaux, de voir tous les liens qui existent entre des associations françaises, des associations belges, des associations allemandes, avec le Qatar et avec l'Iran. C'est fondamental parce que c'est ce réseau-là qui a été à l'œuvre. Je réponds à monsieur aussi qui posait une question sur le 7 octobre dont nous n'avons pas parlé dans le livre. On l'a évoqué, mais on n'en a pas fait le sujet principal parce que la matrice du 7 octobre, et il se trouve justement chez ces frères musulmans et ces mouvements islamistes. Mais le 7 octobre, et l'histoire le démontrera, a été préparé
probablement de longue date, avec d'énormes fonds qui ont convergé à partir de l'Iran et du Qatar, sans doute aussi d'autres pays. Oui, voilà, Laurence, à toi. Donc j'essaye de répondre aux quelques questions qui restent. Les réactions en Belgique francophone ont été plutôt d'abord étonnamment accueillantes, positives. On a eu une presse vraiment très large qui a débordé sur la France, qui a été jusqu'au Canada, en Italie maintenant. Donc je pense qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas été entendu. Le livre marche très bien, il a été réimprimé plusieurs fois. Je veux dire, il va créer des débats. Et l'une des choses concrètes qu'on a eues jusqu'à présent, c'est qu'on a été reçu par des députés du Parlement de Wallonie, donc la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui promettent d'auditionner des professeurs. Et c'est très important d'auditionner les professeurs parce que c'est ce qui avait conduit en France à la loi de 2004 pour interdire de voile. Donc je pense qu'il y a quand même un écho, et puis maintenant je reçois régulièrement des coups de fil. Il y a aussi des partis social-chrétiens qui s'appellent aujourd'hui les engagés, qui voudraient aussi se positionner de manière un peu plus claire sur cette question. Donc ils prennent aussi conscience, alors qu'ils étaient généralement un petit peu mous, un peu en retrait, ils prennent aussi conscience, peut-être en partie grâce à ce livre, de l'urgence de prendre une décision. Alors, je voulais répondre aussi à la question de que faire au niveau de la communauté européenne. J'ai eu vent, mais je n'en sais pas plus, que le Conseil européen a demandé à la Commission d'établir un texte qui définirait une forme de neutralité. Donc c'est pas la laïcité à française, mais on parle plutôt de neutralité. Ça veut dire aussi donc de concocter un texte qui permettrait de faire valoir ce concept finalement de neutralité qui permet au fond la liberté de conscience, que ce soit à l'école ou dans d'autres lieux. Donc peut-être que effectivement là aussi ça va bouger. Et puis la preuve est que nous sommes ici au Parlement européen. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Oui, sur les écoles islamiques, Monsieur Laas, nous on est bien conscient que ça existe. Maintenant, c'est vrai que volontairement, on n'a pas pu vraiment aborder cette question. Pourquoi? Parce que même si potentiellement elle peut grandir et devenir quelque chose de vraiment problématique, pour l'instant, elle fait partie des écoles confessionnelles et sont relativement minoritaires. Mais il est clair qu'il faut avoir un œil ouvert sur leur développement. Et déjà en France, il y en a certaines qui ont été interdites puisqu'elles propageaient une idéologie islamiste ouvertement. Il y a encore une autre question, oui, sur le cordon sanitaire. À l'extrême gauche et à l'extrême droite, bon, c'est délicat. Moi, je ne sais pas si les cordons sanitaires sont vraiment la réponse à une question qui nous concerne tous. Donc, j'ai envie de dire, tous les partis sont les bienvenus à partir du moment où ils raisonnent sur cette question d'une façon ouverte et démocratique, et où on est ouvert au point de vue de l'autre, et surtout, on trouve des solutions communes. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, je pense que c'est tout, à peu près. Il n'y avait pas vraiment d'autres questions, à moins que quelqu'un s'est senti... Toutes les réponses sont dans le livre aussi. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. Maintenant, je vous invite je vais donner la dernière question, qui est la question d'honneur, à la personne grâce à laquelle nous sommes réunis ici aujourd'hui. Donc, si M. Van Wayenberg ne m'avait pas parlé de ce livre, je serais en train d'organiser un autre événement aujourd'hui. Je ne vous aurais peut-être pas rencontré en ce moment. Je vous aurais rencontré plus tard, mais on ne sait pas. Donc, on a encore quelques minutes d'interprétation. M. Van Wayenberg, vous avez la parole en français. Pour 1 minute. Merci, Madame Kanko. Merci, Asita. On se connaît depuis 20 ans. J'ai la chance d'être ton ami, ton copain, et donc j'ai grand plaisir à m'adresser à l'ensemble des personnes qui sont dans cette salle parce qu'elles ont lu ou vu un problème majeur. Je suis un chef d'entreprise, je m'appelle Jean-Pierre Van Wayenberg et je suis un chef d'entreprise qui a le courage de dire ce qu'il pense. Et je raconte ce que je sais. Donc,
je vous invite à tous faire la même chose, parce que nous sommes dans un monde de communication. Je suis un homme âgé, mais j'ai mis un post sur LinkedIn il y a 3 semaines, et je viens de regarder, nous sommes à 14 414 lectures. Tous, nous pouvons faire la même chose. Tous, nous pouvons promouvoir le fait qu'il y a des choses qui sont inacceptables par rapport à nos convictions et à nos valeurs. Voilà, le discours moraliste est terminé. Asita, je suis fier de toi. Parce que je t'ai connue jeune fille à 20 ans, entrant dans une Belgique un peu hostile. Tu as gravi les échelons, j'ai suivi ton chemin, je me suis contenté d'essayer de t'aider et aujourd'hui te voilà dans une situation qui est remarquable parce que tu es d'origine musulmane, tu es noir et tu as intégré tous des défauts. Et pourtant, je me demande si un jour tu n'auras pas l'occasion d'utiliser ce marteau réellement. Je crois qu'on peut la féliciter. Merci beaucoup Jean-Pierre. Je vous promets que je ne savais pas ce qu'il allait dire. Mais merci Jean-Pierre, tu es mon meilleur ami et tu as toujours été là au bon comme au moment difficile. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui et merci pour tout. À vous tous, merci de nous avoir réunis. Merci à mes collaborateurs et évidemment que nous avons un petit cadeau pour vous deux. Hein. Ce n'est pas la Saint-Valentin, mais aujourd'hui, nous avons tous dit que ceci est une priorité pour nous. Et je crois que les enseignants qui se sentent seuls le sont peut-être un peu moins parce que chacun d'entre nous peut effectivement faire quelque chose. Donc il ne faut jamais sous-estimer notre capacité à contribuer à changer le monde. Thank you very much.